J'ai commencé la semaine dernière le cours de cette année que j'ai appelé Synthèse, contrôle et protection d'états quantiques. Je vous ai rappelé dans la première leçon comment on pouvait manipuler des systèmes quantiques simples formés de systèmes à deux niveaux de qubits ou d'oscillateurs harmoniques quantiques pour réaliser des manipulations de type intrication entre les différents systèmes et également la génération d'états non classiques d'un oscillateur, génération qui peut être soit déterministe, soit probabiliste. J'ai également indiqué comment on pouvait reconstruire de façon complète l'opérateur densité d'un système en effectuant des mesures convenables sur ce système. Je vous ai dit qu'on allait essayer dans le cours de cette année de montrer comment on peut générer, synthétiser des états physiques arbitraires d'un oscillateur. Et pour cela, il nous manquait un ingrédient qui était l'étude d'un nouveau type de qubits, des qubits supraconducteurs, c'est-à-dire des qubits qui sont constitués comme de véritables atomes artificiels, de systèmes contenant un très grand nombre de particules, mais dans lesquels deux variables macroscopiques possèdent des propriétés quantiques marquées et obéissent à une équation de style oscillateur harmonique non linéaire qui permet d'isoler deux niveaux dans le système, qu'on va appeler le niveau du qubit, et d'effectuer avec ce système des expériences de manipulation. Alors, cette physique s'est développée depuis une dizaine d'années et elle a atteint maintenant un degré de sophistication tel qu'il est difficile dans un cours sur la manipulation des états de ne pas en parler. Donc je vais, à partir de cette semaine, essayer de vous décrire de façon simple la physique que l'on réalise avec ces qubits supraconducteurs. Alors, c'est un sujet qui est un petit peu difficile à aborder à partir des connaissances antérieures parce qu'il s'agit à la base d'un phénomène de physique de matière condensée. Et donc, je vais essayer de vous le présenter dans la perspective, avec la vision d'un physicien atomiste. Donc, ça va être un peu la supraconductivité pour les nuls, ou en tout cas la supraconductivité pour les non-spécialistes de physique de matière condensée. Je vais essayer de justifier de façon intuitive les phénomènes fondamentaux qui interviennent, en particulier les effets Josephson continus et alternatifs qui sont à la base de la compréhension du mécanisme de ce système. Alors pour cela, on va être quand même aidé par des analogies. Dans les cours des années antérieures, j'ai parlé en particulier de physique faite avec des atomes froids, des bosons condensés dans l'état fondamental d'une fonction non atomique et les propriétés de ces bosons, en particulier lorsque les bosons évoluent entre deux puits de potentiel, rappellent de façon très proche l'effet Josephson. Et donc cette analogie va nous être utile. Ce que je vais vous montrer, essentiellement, une jonction Josephson est constituée de deux métaux supraconducteurs disjoints, deux îles supraconductrices séparées par une barrière isolante très étroite. Et l'effet tunnel, de partir de cette barrière, va jouer un rôle essentiel. Ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que ce système isolé est analogue à une induction magnétique couplée à une capacité. Et on sait que lorsqu'on couple un circuit de type LC, le circuit se met à une résonance et correspond à un circuit résonant. Ici, nous allons avoir la même chose, mais ça va être un circuit résonant quantique parce que les variables qui définissent ce système, qui sont la différence du nombre de particules et la différence des phases quantiques de part et d'autre de la barrière, sont des quantités conjuguées qui obéissent à une relation type de relation d'incertitude et qui apparaissent dans un hamiltonien quantique du système. Donc on a un oscillateur quantique. De plus, cet oscillateur est non linéaire, c'est-à-dire que la force de rappel de l'oscillateur n'est pas proportionnelle au déplacement, ici la phase, et les termes non linéaires font que les niveaux d'énergie de l'oscillateur sont non équidistants et qu'on va donc pouvoir, à l'aide de ce système, définir un qubit. Alors, ce n'est pas suffisant pour décrire toute la physique des qubits supraconducteurs, en particulier parce qu'aujourd'hui, je m'intéresserai uniquement au cas d'une jonction isolée. Et pour avoir un qubit, il va falloir coupler cette jonction au monde extérieur pour la manipuler et obtenir de l'information, mais ça va être une bonne base. Et comme je vais également analyser l'effet d'un champ magnétique sur un circuit qui contient une jonction Josephson, ceci parce que ceci est le prototype de ce qu'on appelle un SQUID, un système d'interférence quantique supraconducteur, qui joue un rôle essentiel pour la détection de faibles variations de flux magnétiques. Et cette détection va être essentielle pour décrire comment on
pour comprendre comment on détecte l'état du qubit plus tard. Et comme je l'ai dit, tout ceci va être aidé par des analogies, en particulier par des développements que j'avais fait dans le cours de l'année 2006-2007. Et je vous rappelle que tous ces cours sont disponibles sur le site du Collège de France, donc vous pourrez y revenir. Donc, je vais commencer maintenant par quelques rappels donc, sur les jonctions Josephson. Mais avant ça, avant de parler de... Bon, d'abord, il faudrait que je récupère le contrôle de cet ordinateur. Bon, je vais parler, avant de parler donc de la supraconductivité, il faut que je fasse quelques rappels sur le comportement d'un métal normal. Je vais donc faire quelques rappels au tableau. Un métal normal, c'est un système dans lequel donc les électrons de valence, les électrons qui correspondent aux couches extérieures des atomes du milieu, se déplacent librement et occupent dans le métal une fonction d'onde complètement délocalisée. Cette fonction peut être analysée comme des ondes planes, modulées par une fonction périodique qui a la périodicité du réseau, c'est ce qu'on appelle les fonctions de bloc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, je vais négliger cet aspect fonction de bloc et dire que ce métal se comporte, les électrons dans ce métal sont associés, chaque état est associé à un vecteur d'onde donné, et tout se passe comme si on avait des fermions, des particules libres à l'intérieur du métal. La seule différence par rapport à l'espace libre, c'est que la masse de ces fermions peut être modifiée par la présence du réseau et qu'on a une masse effective. La situation est un peu équivalente à la propagation de photons dans un cristal idéal, transparent. Les photons se propagent comme dans le vide, simplement avec une vitesse renormalisée par l'indice de réfraction du milieu. Cette analogie ne doit pas être poussée trop loin parce que les électrons et les photons ont une différence essentielle. Les premiers sont des fermions alors que les photons sont des bosons, et donc l'aspect fermionique est essentiel. Cet aspect nous indique que chaque électron occupe dans le système un niveau d'énergie et que dans l'état fondamental du système à 0 degré, eh bien, les électrons remplissent ces niveaux d'énergie depuis l'état le plus bas qui correspond à un vecteur K nul jusqu'à une certaine valeur limite Kf qui définit ce qu'on appelle la surface de Fermi. Alors j'ai essayé de vous montrer ça ici. Voici une représentation de la distribution des électrons à l'intérieur d'une sphère de rayon Kf. Et donc les électrons remplissent tous les états à l'intérieur de cette sphère avec deux électrons, comme vous le savez, 2 électrons par état correspondant à des états de spin opposés. La surface de Fermi est définie par le Kf ou encore par l'énergie EF égale h bar 2 Kf carré sur 2m, qui est l'énergie maximale, l'énergie des électrons périphériques sur cette sphère. Alors il faut définir, il y a une quantité qui va nous servir par la suite, que je définis ici, qui est ce qu'on appelle la densité d'état. Cette densité d'état décrit le nombre d'états disponibles pour les électrons à une énergie donnée dans une bande d'énergie élémentaire dE. Et on montre très facilement que cette densité d'état est proportionnelle à la racine carrée de l'énergie. Autrement dit, si on porte la densité d'état en fonction de l'énergie, on a une parabole et tous les états sont remplis jusqu'à EF. Alors, pour montrer que G est proportionnel à la racine carrée de l'énergie, on peut le faire de façon très simple en décomptant le nombre d'états contenus dans une couronne sphérique entre les rayons K et K plus dK. Alors, le volume de cette couronne sphérique, c'est 4pi K2 dK. Et il faut évidemment, pour compter le nombre d'états, diviser par le volume d'une cellule élémentaire dans l'espace des phases, qui est, comme vous savez, 2pi sur L au cube, où L est la dimension linéaire de l'échantillon. Ça veut dire que ce nombre d'états est proportionnel au volume de l'échantillon que multiplie K2 dK. Or, K2 dK, c'est manifestement racine de E dE, puisque K dK, c'est dE, et K, c'est racine de E. Donc, on montre que la densité d'état varie bien en racine de E. Pour déterminer la constante de proportionnalité gamma ici, eh bien, on peut faire également un raisonnement très simple. Il suffit de décompter le nombre d'électrons qui est égal au nombre d'états disponibles. Le nombre d'électrons est égal à 2 à cause de dégénérescence de spin, somme de 0 à EF de G de E dE, c'est-à-dire 2 gamma et E puissance EF à la puissance 3,5 avec un facteur 2 tiers devant. Et donc on a un 4 gamma sur 3 EF à la puissance 3,5 qui redonne bien l'expression
que j'ai écrite ici. Donc la densité d'état se calcule très bien et on voit ce qui se passe dans un métal idéal, dans une description donc très simplifiée d'un métal idéal. Alors comment est-ce qu'on interprète la conductivité normale de ce métal? Eh bien, si on applique une différence de potentiel ou un champ électrique entre deux points, ceci va perturber le gaz de fermion. Cette perturbation va se manifester à la surface de Fermi, parce que les électrons qui sont dans la profondeur de la mer de Fermi ne peuvent pas être déplacés puisque les niveaux voisins sont occupés. Et donc la perturbation va correspondre à une excitation des électrons au voisinage de cette surface, qui est possible dans les métaux parce que le niveau de Fermi se trouve à l'intérieur de la bande de valence. Il reste des états libres non occupés immédiatement au-dessus. Ce ne serait pas le cas dans un semi-conducteur. Et donc les électrons excités peuvent former des paquets d'ondes de vecteur K qui propagent donc le courant. À température, si le cristal était parfait et à température nulle, la propagation de ces ondes dans le cristal s'effectuerait sans diffusion, de la même façon que des photons se propagent dans un cristal parfait sans diffusion. Et donc la résistance, on s'attend à ce que la résistance devienne extrêmement faible à basse température. Elle serait égale à 0 si le cristal était parfait, mais dans un cristal, il y a toujours des imperfections résiduelles, et donc on s'attend à ce que la résistance, et c'est ce qui est vérifié expérimentalement, qu'en fonction de la température, la résistance décroît et puis elle atteint une limite R0 qui correspond aux imperfections statiques. Lorsque la température augmente, le désordre sur lequel les électrons sont diffusés devient plus grand parce qu'il y a des phonons qui apparaissent, des oscillations, des fluctuations thermiques qui déplacent la distribution des ions par rapport à leur position d'équilibre et la température augmente. Voilà le comportement des métaux normaux. J'ajoute également que dans ce modèle, les électrons qui conduisent le courant dans la phase normale correspondent à des paquets d'ondes dont les phases sont indépendantes d'un électron à l'autre. En d'autres termes, on peut décrire ces paquets d'ondes électroniques de façon classique, comme des petites billes qui diffusent sur les ions du réseau, et cette diffusion provoque l'échauffement, ce qu'on appelle le phénomène de résistance. Ceci explique qu'on peut le comprendre de façon semi-classique et que cette conductivité des métaux normaux était bien comprise même avant les raffinements de la physique quantique. Alors cette situation est complètement différente lorsqu'on observe de la supraconductivité. Et avant ça, je crois qu'il faut vraiment que je récupère ce... Donc je vais redémarrer. Je ne vais rien faire du tout. Le problème, c'est qu'il faut que je recopie. Il faut que je redémarre. Non. Donc, je parlais de la supraconductivité. Au début, donc, il y a exactement 100 ans, en 1911, on a découvert donc, cette propriété remarquable de supraconductivité qui se manifeste par le fait que lorsqu'on refroidit certains métaux à une température très basse, le comportement de la résistance est différent de celui que je vous ai montré ici. La résistance diminue, mais elle s'annule pour une température finie qu'on appelle la température critique, et elle devient strictement nulle au-dessous. C'est-à-dire que le métal est capable de conduire du courant électrique sans tension appliquée, et que si on établit un courant, ce courant peut se maintenir indéfiniment. Donc ça, c'est le premier phénomène spectaculaire. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'effet Meissner, le fait que ces métaux supraconducteurs excluent les champs magnétiques. Si on essaie d'appliquer un champ magnétique au supra, sur la surface extérieure du métal, des courants induits sont générés, ils s'opposent à la pénétration du champ dans le métal. Ces effets se produisent évidemment tant que l'excitation du système n'est pas trop importante. Si on dépasse un courant critique ou si on dépasse un champ magnétique critique, eh bien, le système subit une transition vers un état normal résistif. Et cette transition supraconducteur métal normal résistif joue un rôle très important dans toutes les applications, puisque en général, les applications des systèmes style SQUID, par exemple, jouent sur cette transition pour observer des signaux macroscopiques pour de petites variations, par exemple, du flux magnétique. Bon, voyons si maintenant il va accepter de remarcher.
Alors comment est-ce qu'on peut comprendre cette supraconductivité? Bon, la théorie des métaux normaux ne s'applique pas du tout, et le problème de... plus aucun contact. Ouais, ouais. Bon, j'espère que ça va marcher. Donc, cette théorie de la supraconductivité a posé un défi, cette compréhension de la supraconductivité a posé un défi énorme aux physiciens de la première moitié du XXe siècle, et il y a eu donc des avancées dans les années 30 et 40 par les frères London d'abord, ensuite par des physiciens russes, Ginzburg et Landau, qui ont proposé un modèle phénoménologique introduisant une fonction d'onde obéissant à une équation qui permettait de comprendre des effets essentiels, mais la physique est devenue bien comprise à partir d'une théorie microscopique de la supraconductivité que Bardeen, Cooper et Schrieffer ont développée à la fin des années 50. Et cette théorie donc permet d'expliquer les phénomènes, en particulier les effets Josephson dont je vais vous parler. L'histoire ne s'est pas achevée là, parce que vous savez qu'il y a eu ensuite, dans les années 80, la découverte d'autres systèmes supraconducteurs qui ne sont pas des métaux, mais des matériaux style céramique, qui sont supraconducteurs à des températures beaucoup plus élevées, et pour lesquels l'explication de style BCS n'est pas valable. Il y a encore donc beaucoup d'études à ce sujet. Je vous indique que le cours d'Antoine Georges de cette année, et peut-être le cours de l'année prochaine, porte sur cette supraconductivité à haute température, dont je ne vous parlerai pas dans ce cours. Je vous parlerai d'ailleurs très peu même de la théorie BCS. Je vais simplement évoquer les idées générales et vous indiquer quelle est la nature, comment est-ce qu'on peut comprendre à partir de cette théorie le phénomène, en particulier en introduisant ce qu'on appelle les paires de Cooper, les paires d'électrons appariés. Alors l'idée fondamentale de la théorie BCS est la suivante. Sous l'effet d'interaction entre les électrons dans le métal, les électrons ont tendance à s'apparier en paires, et ces paires d'électrons obéissent à une statistique bosonique, puisqu'il s'agit de paires de fermions. Ce sont donc des bosons composites, et ces bosons composites ont un comportement qui rappelle les phénomènes de condensation de Bose-Einstein. Et c'est cette condensation de Bose-Einstein qui va expliquer les propriétés de supraconductivité. Vous savez que pour des condensats atomiques, par exemple, à très basse température, les bosons se condensent tous dans le même état quantique. Cet état est défini par une fonction d'onde qui possède une phase d'ensemble dans le système, et cette existence d'une phase pour la fonction macroscopique du système a des conséquences physiques importantes, l'une d'entre elles étant la superfluidité, le fait que lorsque on cherche à faire écouler un gaz de boson condensé, eh bien, le système ne réagit pas sous l'effet de collision individuelle, mais on a un phénomène collectif. La rigidité de phase du système fait qu'il n'y a pas de viscosité, que le système s'écoule sans viscosité. Le premier exemple de cela a été évidemment les propriétés de l'hélium. Dans ce cas, de l'hélium 4 qui est superfluide. Dans le cas de l'hélium, la théorie est compliquée par le fait que les atomes interagissent fortement entre eux, et donc ce n'est pas un système très propre. De la superfluidité beaucoup plus propre a été observée à partir des années 95 dans les gaz de boson condensé ultra-froid. Et la supraconductivité est une manifestation analogue, c'est la superfluidité des électrons à se coupler en paires dans le supraconducteur. Cette superfluidité, cette rigidité de phase, elle n'existe que tant que l'excitation du système est inférieure à un certain seuil qui correspond à l'énergie de rupture des paires. Donc, tant qu'on a l'excitation du système est suffisamment faible, le système réagit comme un ensemble et la résistance est nulle à 0 degré. Si on essaie d'exciter le système trop, on brise les paires et la conductivité normale réapparaît. Donc, c'est ce qui explique les phénomènes de transition dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je ne prétends pas que j'ai ici donné une explication détaillée, mais je voudrais essayer d'aller un peu plus loin et essayer de préciser un petit peu quelle est l'origine
de ces paires de Cooper, quel est l'ordre de grandeur des énergies de liaison, et quel est le nombre de paires de Cooper qu'il faut considérer dans le système, parce que ce sont des ordres de grandeur qui vont être utiles pour comprendre par la suite l'effet Josephson. Alors, j'ai essayé de vous représenter ici, de façon très simple, schématisée, ce qui se passe. Vous avez un électron qui passe dans le métal, et il va, en valeur moyenne, les électrons sont indépendants, n'ont pas d'interaction, parce que il y a charge électrique globalement neutre, et donc les électrons évoluent dans un champ moyen qui permet de négliger en première approximation les interactions entre électrons. Mais à un ordre supérieur, le fait qu'un électron va localement déformer le réseau ionique en attirant des ions dans son sillage va provoquer une perturbation, et c'est cette perturbation qui va permettre à deux électrons d'interagir entre eux. Donc l'ion passant dans le cristal déforme localement et temporellement le cristal. Évidemment, cette déformation n'est pas statique, elle donne naissance à une oscillation qui va se propager, donc des phonons qui ont un spectre de fréquences qui, comme vous le savez, dans les métaux et dans le domaine de l'infrarouge, des fréquences 10 puissance 12, 10 puissance 13 Hz. Et donc cette vibration va être générée par le passage d'un électron. Si un deuxième électron passe dans le voisinage, eh bien, ce deuxième électron va être sensible à cette déformation du réseau et va être attiré par les ions positifs qui ont été créés par le premier. Et en analysant cette situation, ce qu'on décrit en fait, c'est une interaction entre électrons qui est transmise par le couplage aux phonons. Autrement dit, c'est un échange de phonons entre électrons qui est responsable de cette interaction. Alors, pour aller un peu plus loin, on peut également voir quelles sont les règles de sélection que doit satisfaire cette interaction. D'abord, il est clair que les deux électrons qui sont concernés doivent avoir des spins opposés. Et ceci est une conséquence du principe de Pauli. Deux électrons de spin opposés correspondent à une fonction de spin antisymétrique par échange des spins, et donc il doit lui être associé une fonction d'espace symétrique, une fonction d'espace psi de R1 à moins R2 qui est symétrique lorsque j'échange R1 et R2. Et une telle fonction présente une valeur non nulle en R1 moins R2 égale 0. Alors que si j'avais pris un état de deux spins parallèles, la fonction de spin aurait été symétrique, la fonction d'espace antisymétrique et psi de R1 moins R2 aurait été nulle. Donc vous voyez que par l'intermédiaire du principe de Pauli, les électrons de spin opposés ont la possibilité d'être proches et donc de sentir cette force d'interaction plus que les autres. Donc ceci justifie le fait qu'on va coupler par ce mécanisme d'électrons de spin opposés. Et si on essaie de construire la fonction d'onde associée à cette excitation à la surface de Fermi, on va associer des vecteurs K, également des vecteurs K opposés. Donc on va fabriquer une fonction de la forme somme sur K de AK, K pointant avec le spin pointant plus et moins K avec le spin pointant moins. Pourquoi K et moins K ? Bien, tout simplement parce que pour des considérations de symétrie par translation dans l'espace, l'état fondamental du système est invariant par translation, il a un K global nul. Le mécanisme en question ne doit pas favoriser une translation plutôt qu'une autre, et donc il est logique d'associer des valeurs de K opposées pour fabriquer une paire de Cooper dont l'impulsion moyenne est nulle. Donc on essaie de fabriquer des superpositions de ce genre, et on va les faire avec des K pointant dans toutes les directions pour des états K qui sont au-dessus de la surface de Fermi. Ceci encore à cause du principe de Pauli. Les seuls états disponibles, si on veut former la première paire, entre guillemets, c'est de prendre des états vides dont le K se trouve à la surface de Fermi ou juste au-dessus d'elle. Et on fabrique ainsi une fonction d'onde qui a une symétrie d'onde sphérique. On dit que les paires se forment en onde S, et on calcule, à partir de modèles simples, dans le BCS, l'énergie associée à la formation de cette paire. Alors la situation est un petit peu paradoxale, parce que vous voyez que pour former la paire, il faut au départ payer un prix. On est obligé d'ajouter de l'énergie cinétique pour sortir de la mer de Fermi. Donc on commence par augmenter l'énergie, ce qui est un peu paradoxal pour créer une paire. Donc on ajoute un peu d'énergie cinétique, mais la liaison, l'attraction entre les deux particules est telle que l'abaissement d'énergie apporté par cette liaison l'emporte sur l'augmentation d'énergie cinétique, et le résultat global, c'est qu'on fabrique une paire qui a une énergie égale à 2F moins delta. Donc 2F, c'est
l'énergie cinétique des deux électrons à la surface de Fermi, et on a un abaissement d'énergie delta qui est tout petit. Cet abaissement d'énergie correspond à une petite fraction de l'énergie associée aux phonons, et la fréquence de coupure des phonons étant de l'ordre de 10 puissance 12 Hertz, on a en fait un couplage qui en unité de fréquence est de l'ordre de 10 puissance 11 Hertz. Et en unité d'énergie, delta, cette énergie delta est de l'ordre de 10-4 électronvolts. Alors, il faut comparer cette énergie à l'énergie de Fermi. L'énergie de Fermi, elle, est de l'ordre de quelques électronvolts, disons 5 électronvolts. Et vous voyez que ça veut dire que delta sur EF est très petit et de l'ordre de 10-4. Donc c'est une toute petite modification de l'énergie de Fermi. Alors j'ai oublié tout à l'heure de vous parler justement de la valeur de cette énergie de Fermi, et les considérations que j'ai mises au tableau de l'autre côté permettent d'ailleurs de retrouver facilement que l'énergie de Fermi doit être de l'ordre de quelques électronvolts. En effet, KF, il est clair que KF, qui est le vecteur d'onde à la surface de Fermi, est de l'ordre de 1 sur D, où D est la distance entre les électrons ou entre les ions dans le réseau. Ceci se retrouve par exemple en exprimant de deux façons différentes le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons est par définition égal à V sur D au cube, puisque chaque électron occupe un volume D cube et que le volume total est égal à V. Et le nombre d'électrons, c'est également le volume de la sphère de Fermi, c'est-à-dire Kf cube à des coefficients numériques près, que multiplie V, puisque V, c'est la densité de points dans la surface de Fermi. Donc on trouve bien que Kf est de l'ordre de 1 sur D. Et qu'est-ce que ça veut dire en ordre de grandeur, Kf égale 1 sur D? Ça veut dire que 1 sur D, comme D vaut de l'ordre de 10-10 mètres, la distance du pas du réseau, 1 sur D, c'est 10 puissance 10 mètres moins 1, et on en déduit que l'énergie de Fermi, qui vaut h bar 2, K2 sur 2m, c'est h bar 2, c'est 10 moins 68, K2, c'est 10 puissance 20, et 2 fois la masse de l'électron, c'est 2 10 puissance moins 30. Et quand vous mettez tout ça ensemble, vous allez trouver quelque chose qui est de l'ordre de 10 moins 18 ou 10 moins 19. Vous trouvez l'électronvolt. Donc tout ceci est consistant dans la théorie des métaux. Et le point donc, sur lequel je reviens, c'est que cette énergie de liaison des paires est très petite devant l'électronvolt. Ce que montre d'ailleurs la théorie BCS, c'est que cette énergie de liaison des paires à 0 degré est à un coefficient numérique près, correspond à la température critique du supraconducteur. On a delta de l'ordre de K-Boltzmann Tc. Et si vous prenez donc une énergie qui est de l'ordre de 10-4 électronvolts, la température critique correspond à quelques degrés Kelvin, ce qui est bien consistant avec tout ce que je vous disais jusqu'à maintenant. Donc on forme des paires qui ont une énergie de liaison extrêmement faible. Et là encore, il y a un aspect paradoxal, parce que si on est habitué à la physique atomique, dans l'espace libre, il n'y a pas d'état lié réalisé dans ces conditions. Si vous voulez réaliser un état lié, il faut que l'énergie potentielle soit au moins de l'ordre de l'énergie cinétique. Par exemple, si vous prenez l'atome d'hydrogène, on sait bien que l'énergie potentielle, qui fait que les états sont une énergie négative, est plus grande que l'énergie cinétique, en valeur absolue, que l'énergie cinétique des particules. Et donc un système dans lequel on aura une énergie cinétique gigantesque et un couplage tout petit ne donnera pas lieu à liaison. La raison pour laquelle ces paires se lient, c'est encore le principe de Pauli. Si vous voulez défaire une paire 2F moins delta, ça veut dire qu'au moins un des deux électrons doit se retrouver avec une énergie cinétique plus petite que EF, et ces états sont occupés. Donc on a une espèce de blocage de Pauli qui fait que ces états restent liés. Alors voilà donc un peu une analyse qualitative qui permet, justifie, si vous voulez, j'espère, pour vous, ces ordres de grandeur. Évidemment, il ne suffit pas de s'arrêter là, il ne suffit pas de décrire ce qui se passe lorsque la première paire est créée, il faut parler de l'équilibre global du gaz de fermion avec la formation d'un grand nombre de paires. Et donc l'idée qu'on peut se faire, c'est qu'au fur et à mesure que les paires se forment, eh bien, le gaz d'électrons sous-jacent voit ses propriétés modifiées. Et donc on a un espèce de problème self-consistant à résoudre. Jusqu'à quand les paires vont-elles se former? Elles vont se former jusqu'au moment où il ne sera plus énergétiquement favorable de former de nouvelles paires. Et donc dans ce modèle simple, il est facile de se convaincre que en fait, les paires se forment jusqu'à
ce qu'une petite couche d'énergie au niveau de la surface de Fermi ait été concernée par la formation de ces paires. Et au-delà de ça, le niveau de Fermi est tellement abaissé que la formation d'une paire supplémentaire n'est plus énergétiquement favorable. Pour essayer de comprendre, de voir l'ordre de grandeur, imaginons que toutes les paires sont identiques et qu'à chaque paire correspond donc un système de deux particules ayant l'énergie 2EF moins delta. Et demandons-nous combien de paires de ce genre on va pouvoir former dans le système. Eh bien, au fur et à mesure que les paires se forment, on a un abaissement de la surface de Fermi, et lorsque l'abaissement est égal à petit x, eh bien, on commence à former les paires à partir d'électrons qui ont une énergie EF moins x, et il faut évidemment que 2 fois EF moins x soit plus grand que 2EF moins delta. Et donc la limite, c'est 2EF moins x égale 2EF moins delta, qui correspond évidemment à x égale delta sur 2. Donc avec ce petit modèle très simple, on va saturer la formation des paires lorsque on aura formé des paires sur une couche d'épaisseur delta sur 2 au niveau de la surface de Fermi. Alors ce raisonnement est complètement qualitatif parce que ce qui se passe en fait, c'est qu'au fur et à mesure qu'on forme des paires, leur énergie de liaison change, et en fait c'est tout le gaz électronique qui est concerné, et c'est la fonction d'onde fondamentale de tout le système qu'il faut calculer. Mais ce qui justifie ce petit modèle, c'est que si on calcule par la théorie BCS complète l'énergie, l'abaissement d'énergie lié à la formation des paires, on trouve moins G de E sur 2 delta 2 comme énergie du système. Et vous voyez que ça peut s'écrire moins G de E sur 2 delta fois delta. Et qu'est-ce que c'est que cette quantité-là? Ce n'est rien d'autre que le nombre de paires dans une épaisseur delta sur 2 au niveau de la surface de Fermi. Donc, en fait, on peut, en première approximation et de façon qualitative, considérer qu'il y a une fraction des électrons qui s'apparient, les autres restant, entre guillemets, spectateurs du phénomène. Cet appariement s'effectue donc dans cette couche à la surface de Fermi. Alors, à quoi ça correspond au point de vue densité d'état? Si on veut continuer à raisonner avec le petit diagramme de densité d'état que je vous montrais tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que la densité d'état du métal normal est en fait modifiée au niveau de la surface de Fermi, et on a une augmentation de la densité d'état avec un abaissement de la surface de l'ordre de delta. Et si on veut exciter des électrons en dehors de cet état fondamental, il faut leur donner une énergie de l'ordre de delta pour les amener, pour que cette excitation puisse briser les paires. Et donc on arrive à une idée, à un modèle qui en fait peut être rendu quantitatif, disant que la supraconductivité introduit un gap dans la densité d'énergie et qu'aucune excitation n'est possible avec une énergie inférieure au gap. Tant que l'énergie d'excitation est inférieure au gap, on reste dans cette région, et c'est ce qui manifeste la supraconductivité. Ce sont ces paires qui se comportent comme des bosons qui vont manifester la supraconductivité du système. Donc j'ai résumé ceci en indiquant qu'on avait un nombre effectif de paires de bosons qui était de l'ordre de 10-4 fois le nombre total des électrons, et des ordres de grandeur ensuite peuvent être établis simplement à partir de ces formules. Un autre ordre de grandeur intéressant, c'est la taille des paires de Cooper. Ces paires de Cooper se forment avec des impulsions qui ont un vecteur k qui est autour de kf sur une largeur correspondant à une bande en énergie delta. Et à partir de là, vous voyez qu'on peut faire un raisonnement très simple qui relie le delta k à delta, au grand delta. Et l'inverse de delta k, c'est évidemment l'extension spatiale de la paire, delta r égale 1 sur delta k, qui est égal à h bar de kf sur m delta. Et vous voyez que vous pouvez, si vous multipliez par kf en haut et en bas, vous trouvez kf carré sur delta qui est ef sur delta et 1 sur kf. Et vous trouvez que la taille des paires est égale à la distance d entre électrons que multiplie un facteur ef sur delta qui, lui, est très grand. Vous trouvez quelque chose qui est de l'ordre de 10 puissance 4d. Donc ces paires sont très délocalisées. Elles ont une dimension de l'ordre du micron. Il s'agit en fait donc d'une liaison dans l'espace des phases qui ne correspond pas à une proximité spatiale des électrons concernés. Et si vous comparez, si vous regardez combien il y a d'électrons à l'intérieur d'un micron cube, ou combien il y a de paires à l'intérieur d'un micron cube, vous trouvez qu'il y a à peu près 10 puissance 8 paires
qui se trouvent à l'intérieur de leur propre taille. Autrement dit, ces paires se recouvrent spatialement de façon considérable. Et donc on a un gaz de boson extrêmement spécial, des paires qui se recouvrent spatialement et qui forment un état de Bose condensé. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce gaz de boson? Donc je reviens d'abord sur les ordres de grandeur. La densité des paires effectives NC sur V est de l'ordre de 10 puissance 8 par micron cube. Les systèmes que je vais considérer dans la suite ont des volumes de l'ordre de quelques dizaines de microns cubes, c'est des petits circuits. Donc le nombre de paires va être typiquement de l'ordre de 10 puissance 10, 10 puissance 10 paires effectives. Et en plus, ce nombre n'est pas bien défini. Ça n'a pas de sens de lui donner une valeur précise puisque ces paires sont formées par un phénomène statistique à partir d'un réservoir d'électrons contenant un beaucoup plus grand nombre de particules. Comment est-ce qu'on va décrire l'état à n paires? Bien, on va le faire par exemple dans le formalisme de la seconde quantification. Maintenant, je vais omettre l'indice C pour ne pas le traîner partout. À partir de maintenant, grand N va représenter le nombre de paires. Ce nombre de paires va être obtenu, l'état correspondant, l'état de Fock à n paires, ça va être n fois l'action de l'opérateur de création de particules, à croix, sur le vide de particules, avec le facteur de normalisation 1 sur racine de n. Donc cette notation est une notation bien connue qu'on a utilisée en particulier pour les bosons et qu'on utilise également pour les photons. Donc on introduit cet opérateur de création des paires dans le mode associé aux paires de Cooper. Il y a un autre type d'état qu'il est également très utile d'introduire dans ce type de théorie, ce sont les états cohérents. Je vous rappelle que les états cohérents, qu'on a essentiellement introduits dans le cas du rayonnement, mais qui peuvent être également très utiles dans le cas de la condensation de Bose-Einstein, ces états cohérents correspondent à l'action sur le vide, non pas de l'opérateur de création, mais d'une exponentielle de l'opérateur de création à puissance alpha à croix moins a étoile a, qui est l'opérateur de translation dans le cas d'un champ électromagnétique. C'est un opérateur qui, lorsqu'on le fait agir sur le vide, correspond à un état qui est une superposition d'états de Fock avec une distribution poissonienne des amplitudes de probabilité de trouver n particules. Et la valeur moyenne de n est égale au carré du module de alpha. Donc ces états cohérents, ce sont des états qui n'ont pas un nombre défini de particules, mais lorsque n est grand, qui ont un nombre de particules qui piquent de façon très précise autour d'une valeur moyenne. Ces états ont une phase qui correspond à la phase du nombre complexe alpha que l'on a introduit là-dedans. Dans le cas d'un champ électromagnétique, ça représente la phase du champ. Ici, évidemment, si vous prenez n bosons dans un puits, il n'y a pas de phase privilégiée. La phase est arbitraire, et donc si on prend un modèle d'état cohérent, il va falloir fabriquer un opérateur densité qui va moyenner les états alpha sur une phase équirépartie de 0 à 2π. En faisant cela, eh bien, on va obtenir un opérateur densité qui va pouvoir décrire de façon tout à fait légitime notre système, une somme sur les alphas des 2 alpha f2 alpha, et cette matrice densité, elle peut tout aussi bien s'écrire sur la base des états n comme une somme sur des projecteurs d'état n piqués en P de n. Ce que j'ai exprimé ici, c'est deux façons différentes d'exprimer le même opérateur densité. Je vous rappelle que l'opérateur densité a une ambiguïté de définition. On peut le définir dans différentes bases de façon complètement équivalente, et c'est ce qu'on fait ici. Donc voilà comment on va décrire le système. Alors une dernière parenthèse que je voudrais faire avant de rentrer dans les calculs proprement dits. Une des justifications de ce modèle de paire de Cooper comme un condensat de Bose-Einstein tient à la comparaison entre l'équation de Ginzburg-Landau, qui a été introduite dans les années 50, avant même la théorie BCS pour décrire la supraconductivité, et l'équation de Gross-Pitayevsky, qui est l'équation qui décrit le comportement d'un gaz de boson dans un piège. Alors, je vous donne ici très rapidement l'équation de Ginzburg-Landau. Psi est la fonction d'onde, une pseudo-fonction d'onde qui définit dans une théorie thermodynamique le paramètre d'ordre qui décrit le système supraconducteur. C'est une quantité qui a une amplitude et une phase, et elle obéit à une équation de ce style où les coefficients alpha et bêta sont des coefficients qui dépendent du supraconducteur et que je ne spécifierai pas ici. Et on voit apparaître un terme qui dépend du potentiel vecteur qui rappelle P moins QA, le fameux terme de jauge P moins QA qui apparaît lorsqu'on décrit le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. Alors, une erreur dans les notes de cours, j'ai oublié le facteur au carré, qui est important ici. Et cette équation, donc, qui est l'équation de Ginzburg-Landau, qui est justifiée par la théorie BCS, rappelle beaucoup l'équation de Gross-Pitayevsky, qui décrit le mouvement
de bosons, l'évolution de bosons dans un piège. Dans l'équation de Gross-Mitaevski, on a un terme, dans les deux équations, on a un terme en psi cube. C'est le terme non linéaire de ces équations qui est important. Et dans le cas des condensats de Bose-Einstein, ce terme en psi cube décrit les collisions binaires entre les particules. Il est proportionnel à l'amplitude, une amplitude AS qui est la longueur de diffusion correspondant aux collisions entre les atomes. Et cette quantité AS peut être soit positive, soit négative. Si elle est positive, les atomes se repoussent. Si elle est négative, les atomes s'attirent. Et on a étudié ce type de terme dans les cours antérieurs sur la condensation de Bose-Einstein. Dans le cas des bosons, ce terme, en seconde quantification, correspond à l'interaction binaire entre les particules, qui est proportionnelle à nn-1, où n est l'opérateur nombre de particules. nn-1 sur 2, c'est simplement le nombre de paires. Et donc ce terme-là décrit une énergie supplémentaire associée aux interactions entre les particules, qui est proportionnelle au nombre de paires, et H bar U, c'est l'énergie par paire, si vous voulez. Alors ça, c'est un terme qu'on rencontre très fréquemment dans la théorie, toujours dans la théorie des bosons. Il est implicitement contenu dans l'équation de Ginzburg-Landau, même si on ne le décrit pas de cette façon-là, puisque l'effet physique d'un terme en psi cube, ça va toujours être, si le coefficient est positif, de pousser la fonction d'onde à s'étaler au maximum, à occuper au maximum tout le volume qui lui est imparti, aussi bien dans l'équation de Ginzburg-Landau que dans l'équation de Gross-Mitaevski. Enfin, un mot sur les ordres de grandeur. Dans le modèle des paires de Cooper effectives, U ne peut pas être trop grand. Une fois de plus, il ne faut pas que ce facteur U puisse briser les paires. Et donc, en ordre de grandeur, UN2, qui correspond à l'énergie globale liée à ce terme d'impulsif, ne peut pas dépasser N delta, qui est l'énergie de liaison. Vous voyez que ça revient à dire que le terme U dans l'équation des paires de Cooper doit être de l'ordre de delta sur grand N, et comme N est très grand, ça correspond en électronvolts à une toute petite énergie. On reviendra sur ce point plus loin. Donc maintenant, je crois qu'on a suffisamment discuté donc, de ces problèmes généraux pour pouvoir essayer de comprendre de façon plus précise ce qu'est une jonction supraconductrice. Alors, comme je vous l'ai dit, ce que je vais considérer comme jonction, c'est un ensemble de deux métaux séparés par une barrière isolante. Et je vais appeler donc les paramètres importants, ça va être le nombre de paires, le nombre de particules à gauche et à droite, Na et Nb, et les phases delta et delta B. En fait, la phase absolue n'a pas de sens physique, il va falloir moyenner sur cette phase absolue. Ce qui va compter physiquement, c'est la différence de phase entre les parties gauche et droite, delta égale delta B moins delta A. Ce que nous dit la théorie de la supraconductivité, en particulier l'effet Josephson, c'est que dans un tel système, même en absence de potentiel appliqué, il va circuler un courant entre les deux parties de la jonction qui est proportionnel au sinus de delta. Donc ce courant permanent proportionnel I0 sinus delta est ce qu'on appelle donc le courant Josephson, et I0, c'est l'amplitude maximum que ce courant peut prendre. Si on cherche à faire passer dans une jonction un courant d'intensité supérieure, on va avoir transition. Et il y a une deuxième équation importante qui est l'effet Josephson alternatif qui dit que si une tension V est appliquée aux bornes de la jonction, delta varie au cours du temps, la vitesse de variation de delta est égale à 2EV sur H bar. Alors là, j'énonce simplement ces deux résultats que Josephson a établis à partir d'équations Steve Ginzburg-Landau ou théorie BCS, et je vais simplement les retrouver, moi, à partir de ce modèle simple de boson, système de boson dans deux puits. Alors, je vais faire donc quelques rappels sur un condensat atomique dans un double puits de potentiel. Je vais supposer donc qu'on a n particules qui sont réparties dans deux puits, deux états correspondant aux fonctions d'onde de l'état fondamental de chacun des puits phi A et phi B. Et je vais décrire donc n bosons dans ce système. Quelle est la fonction d'onde la plus générale qu'on peut avoir dans le système en question? Bien, ça va être simplement une fonction qui va être une superposition linéaire des états associés aux deux puits, psi de t, une superposition linéaire de phi A et de phi B, avec des amplitudes qui vont être eta A et puissance i delta A pour le puits A, et eta B et puissance i delta B pour le puits B. Les coefficients eta A et eta B, qui sont des coefficients réels,
je peux les réécrire en introduisant les coefficients petit na et petit nb comme racine de petit na sur grand N et racine de petit nb sur grand N. C'est simplement une réécriture qui est commode parce que petit na et petit nb sont manifestement les valeurs moyennes du nombre de particules dans les parties A et B lorsque je vais donner à cette fonction d'onde la signification de la fonction d'onde macroscopique du système des n particules. Donc voilà, ça c'est simplement une réécriture de la même équation. Il est naturel donc d'introduire maintenant, puisque j'ai deux modes, le mode A et le mode B, l'opérateur de création ou d'annihilation de particules dans la superposition de ces deux modes. Et cet opérateur, c'est simplement l'opérateur combinaison linéaire de A et de B avec les mêmes poids que les amplitudes correspondantes. En particulier, l'opérateur A croix va s'écrire de la même façon avec un e puissance plus I delta A et puissance plus I delta B ici. Et donc, à partir de cet opérateur à psi, on peut construire l'état à n particules dans l'état psi, qui est simplement l'action de l'opérateur A croix à la puissance n agissant sur le vide de particules. Cet état peut se développer comme par la formule du binôme en développant cette somme à la puissance n, et on va obtenir donc une superposition d'états où on aura n-q particules dans le mode A et q particules dans le mode B avec toutes les distributions possibles de n-q et de q. La valeur moyenne du nombre de particules dans A et B, c'est simplement la valeur moyenne dans l'état m-psi des opérateurs A croix A et B croix B. Alors, ces quantités réelles, petit ni, où i est égal à b, satisfont évidemment na plus nb égale grand N. Ce sont les valeurs moyennes du nombre de bosons de chaque côté à l'instant t, ce sont des fonctions du temps, et comme ce sont des nombres réels, ce sont des fonctions classiques, ce sont des quantités classiques. De la même façon, les phases delta i qui apparaissent dans cette expression sont également des phases classiques. Par contre, les opérateurs nombre de particules na égale a croix A et nb égale b croix b, ce sont des opérateurs quantiques qui présentent des fluctuations. Parce que le nombre de particules dans A ou dans B a une valeur moyenne bien sûr bien définie, mais il a également des écarts à cette valeur moyenne qui s'obtiennent simplement en regardant la distribution sur les états n-QQ lorsqu'on développe par la formule du binôme cette expression. Alors, je l'ai fait ça à plusieurs reprises. Je ne vais pas refaire le calcul, parce que c'est exactement le calcul de la formule du binôme, ou le calcul du tirage à pile ou face, si vous voulez. Ce qu'on trouve, c'est que la fluctuation du nombre de particules dans chaque pile, la variance, le carré de la fluctuation, delta carré ni, est égal à na nb sur n, qui est le résultat bien connu lorsqu'on tire à pile ou face avec une probabilité na sur n de trouver pile, nb sur n de trouver face. Eh bien, c'est le résultat qu'on trouve sur la fluctuation du nombre de résultats pile ou face. Donc, la différence du nombre de particules, même si le nombre total est fixé, la différence du nombre de particules entre les deux puits est une quantité fluctuante. De la même façon, il est facile de voir que si on cherche à mesurer la phase, il va y avoir une incertitude sur la phase qui va être reliée à l'incertitude sur la différence du nombre de particules par une formule de type Heisenberg, delta n, delta delta égale à n. Alors là encore, je vais aller assez vite et je vous renvoie au cours des années antérieures. Je pense qu'en 2007-2008, j'avais traité du problème de la conjugaison entre la différence de nombre de photons et la phase dans un système d'optique quantique, et on a exactement le même problème ici. Comment est-ce qu'on peut justifier ce type de relation? J'ai essayé de le faire de façon simple par cette formule. Imaginez deux états n-psi et n-psi', qui correspondent à n particules dans le système. La seule différence entre n-psi et n-psi', c'est qu'il y a une toute petite différence de phase delta dans un état et delta prime dans l'autre, où delta et delta prime diffèrent d'une toute petite quantité. Et on va calculer le produit scalaire n-psi, n-psi'. Ce produit scalaire décrit la distinguabilité, si vous voulez dire, si j'ose dire, des deux états. Si ce produit scalaire vaut 1, ça veut dire que les deux états sont identiques. Si ce produit scalaire est très voisin de 1, ça veut dire qu'il va être difficile par une mesure physique de distinguer les deux phases. Alors, à quoi est égal n-psi, n-psi'? Là encore, c'est un exercice très simple. Je vous laisse développer les états n-psi, n-psi', et on montre que dans le produit scalaire, on a un terme de ce genre qui fait intervenir donc somme de Q égale 0 à grand N de toutes les amplitudes petit na sur n à la puissance n-q que multiplie nb sur n à la puissance q, un terme de phase et puissance iq delta moins delta prime, et puis lorsqu'on a tenu compte correctement de la normalisation des états, ce coefficient nq qui n'est autre que le combinatoire factoriel n sur factoriel q n-q.
Donc on a cette expression qui est une somme sur Q de f de Q et puissance IQ delta moins delta prime. Et il est facile de voir aussi que f de Q, qu'on peut obtenir simplement en faisant delta égale delta prime ici, cette somme-là vaut 1 lorsque delta est égal à delta prime. Donc on fait apparaître ce recouvrement des deux états comme la transformée de Fourier d'une fonction f de Q qui est maximale et égale à 1 lorsque delta est égal à delta prime. Donc transformée de Fourier de cette fonction. Et pour trouver la largeur en delta de cette fonction, eh c'est tout simplement l'inverse de la largeur en Q de la fonction f de Q. Mais la largeur en Q de la fonction f de Q, ce n'est rien d'autre que la fluctuation du nombre de particules dans le système. Et donc on trouve que delta delta est égal à 1 sur 2 delta de grand N, ce qui justifie la formule qui est écrite ici. Donc on a une relation de conjugaison entre les incertitudes de la phase et celle du nombre de particules dans les deux puits. Et c'est cette relation d'incertitude qui va jouer un rôle essentiel dans la physique des jonctions Josephson, comme je vous le montrerai dans la suite. Alors à partir de là, on peut maintenant très facilement étudier la dynamique de la jonction Josephson. Le Hamiltonien naturel qu'on va prendre en seconde quantification s'écrit ici, et c'est un Hamiltonien qu'on a déjà traité dans les années passées. Je vous en rappelle la signification. Le premier terme décrit l'énergie des particules dans les deux puits de potentiel qui sont supposés identiques. Donc l'énergie fondamentale dans chacun des puits, c'est E0. En fait, E0 ne joue aucun rôle dans le calcul et on peut prendre comme origine des énergies l'énergie E0. Le deuxième terme décrit l'effet tunnel. J est homogène à une fréquence. Vous voyez que ce que fait ce terme, c'est annihiler une particule d'un côté et la recréer de l'autre. Donc ça décrit vraiment le saut des particules à travers la barrière que j'ai décrite ici, avec un taux J. Et le dernier terme décrit les interactions répulsives ou attractives, suivant le signe de U, des particules dans le puits de gauche et dans le puits de droite. Et donc on a un terme qui décrit la répulsion des particules à gauche et un terme qui décrit la répulsion des particules à droite. À partir de ces équations, on peut établir les équations d'Heisenberg du mouvement, simplement en écrivant que IH bar dA sur dt est le commutateur de A avec cet Hamiltonien, la même chose pour B, et l'exercice de commutateur est extrêmement simple. Il suffit d'appliquer plusieurs fois la règle de commutation A croix égale 1, et on obtient ces équations d'évolution couplées pour A et B. Donc A évolue sous l'effet, est couplé à B par l'effet tunnel, B est couplé à A par l'effet tunnel, et puis on a les termes non linéaires NAA, c'est-à-dire A croix AA et B croix BB, qui correspondent aux collisions à l'intérieur de chacun des deux puits. Alors pour résoudre ces équations, une façon commode de procéder, c'est de calculer la valeur moyenne de ces équations dans un état qui est un état naturel pour le système en question. Alors on pourrait prendre soit un état de Fock, un état à n particules, mais il s'avère, puisqu'il va s'agir d'établir de calculer des valeurs moyennes des opérateurs A et B, il est beaucoup plus commode de prendre une description du système en termes d'états cohérents. C'est-à-dire dire que notre système, il va être décrit par un opérateur densité qu'on va pouvoir projeter sur des états cohérents, et on va voir ce qui se passe pour chacun des états cohérents de cette décomposition. Donc ce qu'on va faire, c'est calculer dans l'état cohérent associé à la fonction d'onde APSI, calculer les valeurs moyennes de ces opérateurs. Alors pour cela, il reste un problème, c'est comment calculer donc ces valeurs moyennes. Et je vais reprendre l'expression de cet état cohérent APSI. Cet état cohérent APSI, je vous rappelle que c'est une exponentielle d'une combinaison linéaire de A croix psi et de psi agissant sur le vide. Et lorsqu'on fait le calcul, on va trouver la loi de Poisson. L'astuce pour faire le calcul, c'est de remplacer cette somme d'opérateurs par cette exponentielle de somme par un produit. On met les opérateurs dans l'ordre tel qu'on va avoir les A croix à gauche et les A à droite. Lorsqu'on fait cette factorisation, on fait apparaître un puissance moins alpha 2 sur 2. C'est la fameuse formule de Glauber. Tous les termes en A agissant sur le vide donnent 1. Et donc finalement, on a simplement à faire agir la puissance alpha A croix psi sur le vide. Et lorsqu'on développe la puissance alpha A croix psi, on retrouve la loi de Poisson. Et donc finalement, notre état, ce n'est rien d'autre qu'un coefficient numérique près, l'action de alpha A croix plus alpha B croix sur le vide. Ça, c'est l'état cohérent qui correspond à n particules en valeur moyenne réparties entre les deux puits. Je n'ai rien fait d'autre que de réécrire l'expression qui était sur les transparents précédents. Alors maintenant,
on va faire une remarque intéressante, c'est que A, les opérateurs A croix et bêta et B croix commutent, et donc je peux couper cette exponentielle sans problème. L'exponentielle de la somme est égale au produit des exponentielles. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que cette fonction alpha, qui correspond au mode superposition de A et de B, je peux l'écrire comme un produit d'un état cohérent agissant dans le puits de gauche et d'un état cohérent correspondant au puits de droite. Et vous voyez que la situation qu'on rencontre là est tout à fait analogue à celle qu'on avait rencontrée en optique quantique lorsqu'on considérait ce qui arrive à un état cohérent arrivant sur une lame semi-réfléchissante. Lorsqu'on fait arriver un état cohérent sur une lame semi-réfléchissante, la sortie du système, c'est un produit d'états cohérents. La lame semi-réfléchissante n'intrigue pas les états cohérents dans le mode de sortie de la lame. Eh bien, notre barrière, ici, c'est l'équivalent d'une lame semi-réfléchissante en optique quantique, et ça veut dire qu'un état cohérent global va être le produit tensoriel d'états cohérents associés aux deux modes de la lame, sans intrication entre les deux. Et le fait qu'il n'y ait pas d'intrication, qu'on peut écrire l'état cohérent global comme un produit des deux états cohérents, ayant comme amplitude racine de ANA et puissance I delta A dans le premier et racine de NB et puissance I delta B dans le second, conduit à un résultat très simple. Si je prends cet état et que j'en calcule la valeur moyenne dans A, je vais trouver racine de NA et puissance I delta A. Si j'en calcule la valeur moyenne dans B, je vais trouver racine de NB et puissance I delta B. Idem pour les fonctions de A et de B. Et ceci veut dire simplement que l'équation d'Heisenberg que vous aviez sur le transparent précédent, elle s'écrit strictement de la même façon, cette fois-ci pour les amplitudes de probabilité. Et donc on a maintenant une équation entre amplitudes qui relie l'amplitude de probabilité dans l'état A à l'état B par l'effet tunnel, avec les termes de collision qui apparaissent ici. Alors ces équations sont des équations différentielles couplées extrêmement simples. Je ne vais pas m'amuser au tableau à les résoudre, mais je vais simplement vous faire remarquer qu'elles ont une partie réelle et une partie imaginaire bien séparées. Le membre de gauche, d'abord ce que je peux faire, c'est, vous voyez que ce qui va compter, ce n'est pas delta A ou delta B, c'est delta B moins delta A. Je peux multiplier par la puissance moins I delta A cette équation et par puissance moins I delta B les deux membres, et vous voyez que la phase va intervenir essentiellement uniquement ici sous la forme de puissance I delta, delta B moins delta A. Et lorsque j'aurai fait ça, vous voyez que le terme de gauche est imaginaire pur, et pour trouver à droite un terme imaginaire pur, je vais devoir prendre la partie imaginaire de ceci, c'est-à-dire sinus delta. Et donc je vais coupler la variation de l'amplitude au sinus de delta, et ça c'est l'effet Josephson. Donc ça c'est les parties imaginaires. Je vais également avoir une équation pour les parties réelles. Donc je vous laisse faire ce calcul qui est trivial, et dont on peut se convaincre que si on l'a fait soi-même. Et on trouve qu'on va avoir deux équations. Pour la partie imaginaire, on obtient d2na sur dt égale évidemment moins d2nb sur dt, et que je peux encore l'écrire sous la forme 1 demi de d2na moins d2nb sur dt égale moins j racine de nanb sinus delta. Et pour l'autre partie, d delta sur dt, j'obtiens un terme en cosinus delta et un terme en u, provenant en u na moins nb. Avant d'analyser ces équations, je vais les mettre sous une forme un petit peu différente. Je fais un changement de variable, je pose petit n égale na moins nb sur 2, ce qui revient à dire que petit na est égal à n sur 2 plus n et petit nb est égal à n sur 2 moins n, et je les mets sous la forme qui est écrite ici. J'ai une équation qui donne la vitesse de variation de la différence du nombre de particules à gauche et à droite, qui est en sinus delta, et un terme qui donne la vitesse de variation de la phase, qui est en j cosinus delta plus 2un. Donc voilà les équations qui décrivent la dynamique de cette jonction, de ce condensat de Bose-Einstein, de ce double condensat de Bose-Einstein. Donc j'ai réécrit les équations ici, et vous voyez que l'intérêt de ces équations, la forme de ces équations plutôt, conduit immédiatement, en intégrant ces deux parties, à un hamiltonien, qui est la somme d'un terme en cosinus delta et d'un terme en n carré. Et si vous prenez ceci comme hamiltonien, et si vous écrivez les équations d'Hamilton correspondantes, qui est dn sur dt proportionnel à dh sur d delta et d delta sur dt proportionnel à dh sur dn, vous retrouvez évidemment les équations. Donc cet hamiltonien, c'est l'hamiltonien dont les équations d'évolution que j'ai établies dérivent. Donc on a un hamiltonien, on introduit de façon naturelle dans ce problème, un hamiltonien qui fait apparaître n et delta comme des variables conjuguées, et
ceci nous conforte dans l'idée que n et delta sont en fait, des observables quantiques. Ce sont des quantités qui ont des fluctuations, et ce sont des quantités qui obéissent, dont la version classique obéit à une équation de type hamiltonien. Donc ceci va nous conduire à donner un sens sérieux à cet hamiltonien en disant qu'en fait, il représente un hamiltonien qu'on va pouvoir traiter quantiquement avec des opérateurs que je vais appeler n quantique et delta quantique obéissant à la relation de commutation n quantique delta quantique égale i. Alors là encore, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Je vous renvoie, si vous voulez, au cours de 2007-2008 où j'avais essayé de donner un sens à cette relation de commutation et le sens que l'on peut donner à cet opérateur de phase. C'est exactement la même chose ici. Dans ce cours, il s'agissait de nombre de photons et de phase de champ. Ici, il s'agit de différence de nombre de particules et de phase d'une fonction d'onde globale. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Le premier terme de cet hamiltonien H0 qui décrit l'effet de saut des particules à travers la jonction conduit à la première équation de Hamilton qui décrit l'effet Josephson continu. dH0 sur d delta n'est rien d'autre que sinus delta, et dn sur dt, c'est le courant. Donc on trouve bien l'effet Josephson continu à partir de ce modèle. La deuxième équation relie d delta sur dt essentiellement à un, et cette équation est une équation qui est valable dans le cas des condensats atomiques, mais il va nous falloir, pour une raison que je vais vous indiquer tout de suite, l'adapter dans le cas des paires de Cooper, tout simplement parce que les condensats atomiques ne sont pas chargés, et donc il y a un effet physique supplémentaire beaucoup plus important, très important, qui apparaît dans les paires de Cooper, c'est la répulsion des paires de part et d'autre de la barrière. Et c'est cet effet-là dont je voudrais vous parler maintenant. Donc la différence essentielle entre boson atomique et paire de Cooper est que ces dernières sont chargées. Donc j'ai ici fait le dessin d'une barrière. En fait, ce qui va se passer, c'est que dès que les particules vont passer par effet Josephson de part et d'autre, il va apparaître une différence de charge entre la partie gauche et la partie droite. Et cette différence, ça va être une différence de charge de part et d'autre d'un isolant, qui est la barrière de quelques nanomètres d'épaisseur. Et établir une différence de charge de part et d'autre d'un isolant, c'est traiter en fait le problème d'une capacité. Donc la jonction Josephson est automatiquement associée à une capacité. Et cette jonction Josephson ouverte, il faut la voir comme la jonction intrinsèque en parallèle avec une capacité. Le circuit est fermé parce que j'ai affaire à un système isolé. Et nous allons voir que cette jonction intrinsèque, elle est caractérisée par une inductance non linéaire, et qu'on va donc, ceci est équivalent à un circuit de type LC, inductance couplée à une capacité, et c'est ça qui va donner lieu aux oscillations dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ordre de grandeur, pour fixer les idées, la capacité associée, c'est typiquement une surface de quelques microns carrés avec une distance de quelques nanomètres, et quand vous faites le calcul, vous trouvez que la capacité est de l'ordre de 10-13 farad. En fait, les capacités des jonctions qu'on va étudier aujourd'hui sont comprises entre 10-12 et 10-15 farad. Donc ce sont des petites capacités dont l'ordre de grandeur va être important. Alors comment tenir compte de cet effet capacitif? Si j'appelle QA et QB les charges des deux côtés en dehors des paires de Cooper, toutes les autres charges qui sont liées aux charges des électrons ou aux charges des impuretés, de tout ce qu'on peut avoir dans le système, il est évident que si mon système est neutre, 2 et n, qui est la charge des paires, plus QA plus QB vaut 0. Et le nombre de charges de part et d'autre de la jonction est évidemment 2e, n sur 2, grand N sur 2 plus n plus QA d'un côté, et 2e, n sur 2 moins n plus QB de l'autre. Donc ça, c'est les charges totales associées aux deux puits. Et il est facile de voir que la capacité est neutre, elle est déchargée, les charges sont nulles de part et d'autre si n0, si n est égal à n0 égale à QB moins QA sur 4e. En particulier, si QB et QA sont égaux, on a neutralité électrique quand n vaut 0. Mais il peut y avoir un désaccord lié simplement au fait qu'il y a des impuretés, qu'il y a une charge, une différence de quelques charges électriques de part et d'autre de la jonction, ce n'est pas grave.
Alors, quel va être l'effet énergétique de ceci? C'est assez facile à voir. Ce qui va se passer, c'est que le potentiel aux bornes de C, la charge de la capacité, va être égale à Q sur C, dans la définition. Q, c'est 2E n-n0. Vous le divisez par C, et vous obtenez donc la tension qui est créée par un désaccord de charge de part et d'autre de la jonction. Cette différence de potentiel V, si vous le multipliez par Q, vous allez avoir une énergie. Mais attention, il faut ajouter un facteur 1,5, parce que simplement, on est en train de calculer l'énergie d'une distribution de charge dans le potentiel qu'elle crée elle-même. Et ça, vous savez, en électrostatique, lorsqu'on fait ça, il faut dans l'intégration de la façon dont se bâtit cette distribution de charge, il apparaît un facteur 1,5. Et donc, quand j'ai tenu compte de tout, je trouve que l'énergie correspondante, c'est 2E au carré, n-n0 au carré sur C. Et ce terme-là est un terme d'énergie que je dois ajouter au hamiltonien. Et donc, lorsque je le rajoute au hamiltonien, j'obtiens le terme en cosinus delta plus le terme 2E2 sur C, n-n0 au carré. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que vous avez fait du terme en UN2 qui était là dans les condensats atomiques? Alors, ce que je veux dire, c'est que ce terme-là, il domine largement le terme en UN2 par beaucoup d'ordres de grandeur. Évaluons en effet le problème d'ordre de grandeur. Si vous prenez une capacité C de 10-12 à 10-15 farad, 2E2 sur C, qui représente l'énergie de polarisation associée à une charge, une paire unique, vaut à peu près 10-4 à 10-7 électronvolts, suivant la valeur que vous prenez pour C. Alors que le terme en U associé à la non-linéarité de l'équation de Ginzburg-Landau avait une contribution en delta sur n. Delta valait 10-4 électronvolts, n c'est de l'ordre de 10 puissance 10, on arrive à 10-13, 10-14 électronvolts, qui est complètement négligeable. En d'autres termes, le fait que les particules se repoussent et créent un effet capacitif de part et d'autre de la jonction est infiniment plus important que le fait que dans chaque région, les particules ont tendance à se repousser entre elles. Et le terme en U n'est qu'une toute petite renormalisation de la capacité de la jonction. Autre remarque importante à ce stade, qu'est-ce qu'on peut dire de la tension de charge de cette capacité? C'est 2E n sur C. Donc, lorsque les charges passent de part et d'autre, il se crée une différence de potentiel de part et d'autre qui est égale à 2E n sur C. Et il faut faire attention, si on veut que le modèle supraconducteur soit valable, il faut que cette différence de potentiel 2E n sur C reste inférieure à un potentiel critique, une différence de potentiel critique. Et cette différence de potentiel critique, elle correspond à une énergie qui est l'énergie du gap, qui est 10-4 électronvolts. Comme 2E sur C, E2 sur C vaut 10-4 à 10-7 électronvolts, vous voyez que N doit être de l'ordre de 1 à 1000. Si la capacité est toute petite, il va falloir que la différence de charge ne varie que de quelques unités, et si la capacité vaut 10-12 farad, ça va pouvoir atteindre quelques centaines de quelques milliers de charges. Mais le point essentiel, c'est que petit n est très très petit devant grand n. Et donc ce terme-là qui paraît compliqué, il est en fait très simple, je peux négliger petit n devant grand n et remplacer ceci tout simplement par h bar j grand n. Et lorsque j'ai fait cela, eh bien, j'obtiens l'équation qui donne donc le hamiltonien de ma jonction Josephson, qui est écrit au tableau aussi, 2E2P2 sur C, moins H bar I0 sur 2E cosinus delta, dans laquelle j'ai introduit la quantité EJN, le produit de la charge par J et par grand N. Je l'appelle I0 parce que ça va apparaître comme le courant critique de ma jonction. Donc voilà l'hamiltonien auquel j'aboutis, qui est un hamiltonien type énergie cinétique d'une particule fictive plus énergie potentielle de cette particule fictive. Cet hamiltonien, il a été établi classiquement, mais comme je vous l'ai dit, on a de fortes présomptions à croire qu'il correspond à la version classique d'un hamiltonien quantique qui décrit deux quantités P et delta qui sont susceptibles d'avoir des fluctuations. Alors, maintenant, quelles sont les manifestations? Comment à partir de cette équation, on retrouve de façon évidente les effets Josephson? Si vous prenez la première équation, dp sur dt, c'est moins 1 sur h bar, daj sur d delta, vous trouvez moins i0 sur 2e sinus delta. Mais dp sur dt est relié au courant I. Le courant I, c'est moins 2e dp sur dt. Et donc, c'est tout simplement i0 sinus delta. Donc, on retrouve donc sur ce modèle l'effet Josephson continu. Et on peut même évaluer J. Parce que, vous voyez, I0,
c'est le courant maximum qui peut passer. Et avec les jonctions habituelles, la taille de ces jonctions, ce courant I0 est typiquement de l'ordre de 10 microampères. Donc vous voyez ce que je fais, je me suis servi d'un modèle microscopique pour justifier la forme des équations, et ensuite je prends les valeurs expérimentales macroscopiques pour évaluer les ordres de grandeur des paramètres que j'ai introduits dans ces équations microscopiques. Lorsqu'on fait ça, on trouve que J est de l'ordre de 10 puissance 4 seconde moins 1 dans ce modèle. On retrouve également, à partir de la deuxième équation, l'effet Josephson alternatif. Vous voyez, d delta sur dt vaut 1 sur h bar d de h sur dp, et d de h sur dp, c'est 4 2p sur h bar c. Donc on a mis l'équation, la vitesse de variation de la phase est égale à 4 2p sur h bar c. Mais qu'est-ce que c'est que 2ep sur c? 2ep sur c, c'est la différence de potentiel, le borne de la capacité. Donc on trouve 2e vc sur h bar, avec dc égale 2ep sur c, et ça, c'est l'effet Josephson alternatif. La vitesse instantanée de variation de la phase est égale à 2e sur h bar fois la tension entre les deux bornes de la jonction. Cette tension a été créée par le phénomène dynamique lui-même, mais c'est bien l'effet Josephson alternatif. Donc la jonction Josephson d'un circuit ouvert apparaît comme un résonateur non linéaire qui a dans son hamiltonien deux termes, ECP2 moins EJ cosinus delta. Et ces deux termes sont l'un le terme électrique, EC égale 2E2 sur grand C, et l'autre le terme que j'appellerais magnétique, EJ égale H bar I0 sur 2E. Donc on a EC, c'est le coefficient devant P au carré, et EJ, c'est le coefficient devant cosinus delta. Donc le terme en EC, c'est l'énergie de polarisation de la capacité qui est chargée par une paire de Cooper. Et bon, il est peut-être un peu plus subtil d'interpréter le deuxième terme EJ. Et je voudrais simplement vous justifier que la jonction Josephson se comporte comme une inductance. En fait, vous voyez que ce qui se passe, c'est que... Qu'est-ce que c'est qu'une inductance? Une inductance, c'est un système dans lequel une variation du courant, qui correspond à une variation de flux à l'intérieur du circuit, crée une différence de potentiel électromotrice, V. Et donc, une inductance est définie par une équation caractéristique, V égale L, dI sur dt. Prenons cette équation comme définition d'une inductance et voyons à quoi ça correspond pour ma jonction Josephson. Bien, d de I sur dt, ça va être la dérivée du courant Josephson, c'est I0 cosinus delta, d delta sur dt. Donc j'obtiens cette équation-là. Et maintenant, si je remarque que d delta sur dt est égal à V, à 2EV sur h bar, je peux également écrire ceci, égal à 2EV sur h bar, L I0 cosinus delta. Et vous voyez que j'ai deux équations qui me permettent d'éliminer. J'ai une équation V égale 2EV sur h bar, L I0 cosinus delta, qui me permet d'éliminer V et d'obtenir une valeur pour L, h bar sur 2E, 1 sur I0 cosinus delta. Et vous voyez que en faisant cette analogie avec les lois de l'électricité, je trouve que grand L, que la jonction est associée à une inductance grand L qui est non linéaire, qui dépend de delta, et qui s'écarte de la valeur correspondant à delta égale 0 lorsque delta grandit. Donc j'appellerai pour delta égale 0, L0 égale h bar sur 2i0, l'inductance linéaire de mon système. Et l'énergie magnétique de L0 parcourue par un courant I0, c'est Li0 sur 2, et c'est tout simplement h bar I0 sur 4e. Donc en fait, la définition de J, c'est que c'est la moitié de l'inductance de l'énergie associée à l'inductance linéaire de ma jonction Josephson lorsqu'elle est parcourue par le courant critique. Donc voilà quelques indications sur ces jonctions. Alors, la dernière chose que je voudrais faire, je suis désolé, j'ai été retardé par des ennuis techniques sur l'ordinateur, mais dans les 2 ou 3 minutes qui restent, la dernière chose que je voudrais faire, c'est vous parler de la jonction, de vous montrer pourquoi la jonction oscille, quel est l'effet physique qui correspond à l'oscillation de la jonction. Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est que si vous avez une différence de phase delta entre les parties gauche et droite, un courant va apparaître. Ce courant va créer une différence de potentiel par effet capacitif. La différence de potentiel va faire varier delta à cause de la seconde loi de Josephson, et donc l'existence de delta va entraîner une apparition de 2 delta sur dt, et vous allez avoir des équations couplées qui vont correspondre à une oscillation. Pour obtenir l'équation d'évolution de delta, je vous rappelle que d delta sur dt est proportionnel à 2EP
sur h bar c. Si je dérive une seconde fois, je vais avoir d2 delta sur dt2 proportionnel à dp sur dt, et dp sur dt, c'est moins sinus delta. Donc vous voyez qu'en dérivant une seconde fois l'équation, j'obtiens une dérivée seconde de delta qui est liée à sinus delta. Et ça rappelle l'équation de Newton d'une particule, l'accélération d'une particule soumise à une force en sinus delta. Bon, là, ça va vous donner des oscillations, bien entendu. Si vous assimilez sinus delta à delta, vous avez un oscillateur harmonique. Et la fréquence de cet oscillateur harmonique, c'est tout simplement 1 sur racine de L0c. On retrouve des formules bien connues de l'électricité. On retrouve le fait qu'au niveau des petites oscillations, j'ai un circuit LC qui se comporte comme un circuit LC classique et qui oscille avec une fréquence en 1 sur racine de L0c. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Alors maintenant, si je traite sérieusement ce circuit et je considère que c'est un circuit quantique, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, mon potentiel en cosinus delta peut être assimilé au voisinage de delta égale 0 à son développement au deuxième ordre, qui est une parabole. Donc vous voyez que vous avez au voisinage du fond de ce puits quelque chose qui rappelle un oscillateur harmonique. Et les deux premiers niveaux d'énergie, que je vais appeler 0 et 1, ça va être précisément les niveaux de ce qui va constituer plus tard un qubit. Le fait que cosinus delta est différent d'une loi parabolique fait que le deuxième et le troisième niveau d'énergie ne vont pas être équidistants. Et donc j'ai vraiment un système qui peut être traité comme un qubit. Je peux, si je n'excite des transitions qu'entre 0 et 1, éviter d'atteindre les niveaux 2 et 3, et je peux manipuler ma jonction comme un véritable système à deux niveaux. C'est ça qui est la base de la construction des qubits. Alors je peux aller un peu plus loin et évaluer les ordres de grandeur. Je l'ai fait ça ici simplement. La fréquence dépend de I0 et de C. Si je mets les valeurs de I0, 10 microampères, et C, 1 picofarad là-dedans, je trouve 30 GHz. Donc vous voyez que vous avez des fréquences pour ce système fondamental dans le domaine des micro-ondes. Ça rappelle les fréquences entre les atomes du niveau des atomes de Rydberg dont je vous parlais la semaine dernière. Et ces quantités delta et P, il faut les considérer comme un système quantique. Alors, ce système qui est un qubit en circuit ouvert, il n'est évidemment pas pratique parce que je n'ai aucun moyen d'accéder. Je n'ai pas mis de circuit, je n'ai pas mis de fil qui permettent d'accéder, de mesurer le système. Et lorsqu'on va coupler ce circuit à des éléments extérieurs, on va fabriquer un qubit manipulable. Ce qui va se passer quand on va faire ça, c'est qu'on va changer légèrement la forme de ce potentiel, et il se trouve que les fréquences qui ne vont plus être dans le domaine des 30 GHz, elles vont baisser d'un facteur, d'un ordre de grandeur, et se trouver autour de 4 à 5 GHz, mais le système va encore se comporter comme un qubit. Dernier point, les fluctuations de la jonction Josephson. En fait, on peut faire un petit calcul extrêmement simple pour déterminer les ordres de grandeur des incertitudes sur P et sur delta. Vous voyez que d'abord, P2 delta 2, le produit des variances doit valoir 1/4. Ce sont les fluctuations conjuguées sur la différence de charge et la différence de phase. Ensuite, au voisinage de l'état fondamental de mes puits de potentiel, la valeur moyenne de l'énergie cinétique doit être égale à la valeur moyenne de l'énergie potentielle et doit valoir un quart de quantum, puisqu'on a la somme des deux doit faire h bar oméga 0 sur 2. Donc on a cette relation-là aussi qui relie les fluctuations à la fréquence. Et à partir de ces relations, eh bien d'abord on peut fabriquer le rapport P2 sur delta 2, et on trouve qu'il est égal à EJ sur 2EC. Et ceci nous permet de calculer indépendamment delta 2 et P2. Et on trouve que delta 2 vaut racine de EC sur 2EJ, P2 vaut racine de EJ sur 8EC, et la fréquence h bar oméga 1, c'est simplement la moyenne géométrique à un facteur 2 près de EJ et de EC. Donc tout ça, c'est des formules qui sont extrêmement simples et qui résultent simplement des équations qui sont en haut. Et ça nous conduit finalement à voir qu'on va avoir deux types de jonctions suivant le rapport EJ sur EC. Si on prend EJ sur EC très grand, EJ sur EC très grand, ça veut dire que c'est l'énergie inductive de la jonction qui est dominante par rapport à l'énergie capacitive. Et vous voyez que si EJ sur EC est grand, P2 va être grand, donc il va y avoir une grande fluctuation de charge, et delta 2 va être petit. On va avoir une phase bien déterminée et une grande fluctuation de charge. N va pouvoir varier d'une quantité de l'ordre de 10, 100, 1000 particules, mais delta sera relativement bien fixé. Et les qubits en question, on va les appeler des qubits de phase. C'est des qubits dont la phase est bien fixée. Si au contraire, c'est l'approximation inverse, c'est une égalité inverse qui est valable, si EJ est plus petit que EC, si
c'est l'énergie capacitive de la jonction qui est dominante. Et pour que EC soit grand, il faut que la capacité soit toute petite, puisque EC, c'est E2 sur C. Donc, si vous prenez une capacité de l'ordre du femtofarad, une toute petite capacité, c'est l'énergie capacitive qui va dominer, et c'est au contraire la phase qui fluctuera beaucoup, et la charge de la jonction qui, elle, sera bien définie. Et, donc et ce genre de qubits, on va les appeler des qubits de charge. Donc, vous voyez, qubits de phase sont les qubits qui ont une phase relativement bien définie, une grande fluctuation de charge, et les qubits de charge sont des qubits qui ont une charge bien définie et une grande fluctuation de phase, et ça résulte simplement du rapport entre EJ et EC dans un système qui obéit toujours au même type d'hamiltonien. Et on verra dans la suite des exemples de ces deux situations et de situations intermédiaires. Essentiellement, dans les cours des prochaines fois, je parlerai, pour me fixer les idées et ne pas trop disperser l'attention, de qubits de phase, mais je dirai quelques mots aussi sur les autres types de qubits. Alors, dernier point, comparaison avec la dynamique du double condensat. Ça, c'est ce que je vous avais fait dans les cours des années passées. Ce que je vous avais montré dans les cours des années passées, c'est que si on prenait un double condensat atomique, on avait une oscillation, et que l'oscillation s'effectuait à la fréquence qui est indiquée ici, qui semble différente de la fréquence que j'ai établie dans le cours d'aujourd'hui, mais il faut faire attention au fait qu'il faut que j'adapte les paramètres. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cas de la jonction Josephson qui correspond à un passage de paire de Cooper, l'effet essentiel, c'est l'effet capacitif. Le terme en n carré, il provient du fait qu'on charge une capacité de part et d'autre de la jonction. Alors que dans le cas des bosons atomiques, on avait un terme en n carré aussi, mais ce terme en n carré correspondait aux répulsions à gauche indépendantes des répulsions à droite. Et lorsque on minimisait ce terme en n carré, simplement ce qu'on faisait, c'est qu'on forçait, on égalisait les populations pour minimiser l'effet de répulsion le plus possible à gauche et à droite. Et dans le cas des bosons, on avait une situation exotique extrêmement intéressante qui était que si U changeait de signe, si l'interaction devenait attractive, alors les particules avaient intérêt à se mettre toutes dans le même puits. On fabriquait des états de la forme 0n plus n0, des chats de Schrödinger, qui étaient des superpositions où toutes les particules étaient dans le puits de gauche et dans le puits de droite. Ce terme-là, il n'existe manifestement pas dans la supraconductivité. Enfin, vous voyez que ce qu'il faut, si vous voulez retrouver la formule de Josephson, eh bien, il suffit simplement d'adapter ce paramètre U et dire que c'est 2E2 sur H bar C, d'adapter le paramètre J en le remplaçant par I0 sur NE, et quand vous faites ces remplacements, vous allez retrouver exactement les fréquences de l'effet Josephson tel que nous l'avons vu ici. Bon, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas eu le temps de terminer, mais dans les premières minutes de la prochaine leçon, je parlerai des modifications de ces équations lorsqu'on applique un champ magnétique, de façon à parler un petit peu de la physique des squids. Donc ce que j'ai essayé de vous faire ici, c'est une justification un peu intuitive des équations de Josephson et essayer de vous justifier l'hamiltonien essentiel qui est ici, qui est l'hamiltonien à partir duquel on va établir toutes les propriétés importantes des qubits supraconducteurs. Et évidemment, ceci sort d'un formalisme sous-jacent qui est plus fondamental et plus profond que celui que j'ai essayé de développer aujourd'hui, mais si j'avais voulu le faire, d'abord je ne sais pas si j'en aurais été capable, mais si j'avais voulu le faire, en tout cas, j'aurais dû passer à plusieurs leçons sur la théorie BCS et ça nous aurait amené vraiment très très loin. Et surtout, il y a d'autres cours, en particulier le cours d'Antoine Georges qui s'intéresse à ces problèmes. Donc moi, mon point de vue, c'est ici de vous introduire la physique de l'effet Josephson de façon minimale pour qu'on puisse comprendre comment on peut ensuite manipuler des systèmes qui se comportent quantiquement pour préparer des états non classiques et les étudier. Merci.